Présenter Claude Gauthier en quelques mots, je vais assez rapidement, et je vais ensuite lui laisser la parole. Donc, Claude Gauthier est professeur de philosophie politique et de philosophie des sciences sociales ici à l'ENS de Lyon et rattaché au laboratoire Triangle. Il a travaillé sur la question des naturalismes, sur la sociologie critique de Pierre Bourdieu, ainsi que sur la question des sentiments dans la morale, et notamment les éthiques du Caire. Cela en publiant dans l'ouvrage Le souci des autres, éthique et politique du Caire, mais également en dirigeant la collection Caire Studies aux presses universitaires de France jusqu'en 2014 et à présent sous un nouveau titre chez ENS Éditions, donc nouveau titre qui est de Perspectives du Caire. Il est membre du conseil scientifique de l'Institut du genre depuis sa fondation en janvier 2012 et a animé un séminaire de recherche sur les épistémologies féministes à l'ENS de Lyon. Sur ce, je lui laisse la parole. Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs peut-être aussi de ce colloque et de cette belle aventure qui a dû constituer pour vous ce laboratoire junior. Donc j'ai modifié un tout petit peu le titre de ma présentation, mais qui ne se transforme pas du point de vue de son contenu, mais il me semblait que le titre était plus adéquat. Et je l'ai intitulé « Le sujet féminin de connaissance pour une épistémologie du point de vue ». La remise en cause du principe de neutralité axiologique du sujet connaissant dans l'épistémologie des sciences sociales est une affaire déjà ancienne. Weber, avec sa distinction entre jugement de et rapport aux valeurs, en donne une première forme générale. Il n'y a pas de point de vue neutre, mais il est possible de rendre explicite les valeurs spécifiques, les orientations culturelles qui déterminent le point de vue d'observation. La question de l'objectivité du point de vue est alors à comprendre comme une dialectique qui met en tension, d'un côté, l'exigence de réflexivité qui, quelle que soit la forme ou le dispositif retenu pour y répondre, consiste dans un effort de prise de conscience de ce que l'on est comme sujet connaissant. Et de l'autre côté, l'exigence de rupture qui, là encore, quel que soit le dispositif, doit opérer le mouvement inverse, à savoir la neutralisation de tout ce qui, dans la relation sujet-objet, concerne les projections du sujet dans l'objet. On voit ainsi que l'adoption de la règle méthodologique qui conduit à la neutralité du point de vue met en tension ce qui finalement est au cœur du problème des sciences de l'homme depuis leur naissance, à savoir que faire du sujet. Cette question ne se pose pas séparément de celle de savoir si ce dont traitent les sciences sociales, qui m'intéresse ici, porte sur la description de la conduite d'individus, d'agents, d'acteurs, de personnes, ou s'il faut, là encore, évacuer le sujet. Ces deux questions sont liées et c'est le caractère problématique de cette liaison qui a fondé nombre d'hypothèses qui portent sur la naissance des sciences humaines. Pour le dire encore autrement, l'exigence de scientificité se soutient dès lors qu'elle relève de la tradition positiviste des sciences sociales, d'une forme explicite de neutralisation du sujet pour construire un point de vue objectif, c'est-à-dire, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, un point de vue de nulle part, ou pour emprunter cette fois-ci à Haraway, pour construire le point de vue du truc divin. Je retiendrai deux types de critiques qu'on a pu proposer à une telle position du problème. Des critiques qui dénoncent, bien sûr, le caractère situé de ces exigences et qui, finalement, avèrent la neutralité toute relative du point de vue ainsi produit par cette tension entre rupture et réflexivité. Le premier est, entre autres, incarné par la pétition de Bourdieu, il n'est pas le seul, mais sa critique est exemplaire d'un double effort qu'il faut identifier. D'une part, déconstruire la figure classique du sujet de connaissance, neutre et désengagé, pour objectiver les formes non conscientes de ses implications dans l'objet. D'autre part, préserver la possibilité d'une connaissance objective et scientifique. Autrement dit, la relativisation sociologique des contours du sujet connaissant doit pouvoir être rendue compatible avec l'exigence d'une connaissance objective, universelle, dès lors que la contrainte de réflexivité trouve à se déployer dans une dynamique continuée de l'objectivation. La position sociale relative du sujet ne doit donc pas pour autant conduire à une quelconque relativité de la connaissance de l'objet. Le second type de critique, je l'emprunterai au riche corpus des épistémologies féministes du point de vue, précisément
à ce que Hartsock revendique comme devant être un matérialisme historique féministe, ce qui devrait permettre de franchir un pas supplémentaire dans la critique du principe de neutralité du sujet connaissant, pour montrer que la dimension sociale du sujet ne permet pas de situer la connaissance de l'objet, et qu'il faut encore montrer que le sujet se constitue dans des rapports de genre qui impliquent de saisir autrement les dimensions de pouvoir et de domination qui traversent l'espace épistémique des pratiques sociales de connaissance. Cette radicalisation n'est possible qu'à la condition de renoncer à l'idéal masculin d'une connaissance produite comme scientifique et objective. Ce second type de critique modifie les contours du sujet connaissant en prenant acte des discriminations de genre et de sexe et de leurs effets sur la délimitation même des objets de connaissance. Elle enveloppe cependant un risque, celui d'un certain relativisme. Je conclurai donc en évoquant Araobe et la manière qu'elle a de conjurer le risque du relativisme en prônant, c'est mon terme, un pluralisme épistémique des points de vue. Seule manière de mettre en connexion des savoirs relatifs et de les faire dialoguer. Donc, premier point, Bourdieu et la critique du point de vue bourdien. Bourdieu a montré que les déclinaisons subjectivistes et objectivistes de la tension sujet-objet dans la production des connaissances en sciences sociales reposaient sur des anthropologies imaginaires, c'est son terme, et qu'elles nourrissaient des formes d'intrusion du sujet connaissant dans son objet. Qu'elles se traduisaient par des connexions non moins discutables, des conceptions non moins discutables, de ce que pouvait être l'étude sociologique, ethnologique et historique des conduites humaines. Je renvoie sur ces points à la première partie du sens pratique intitulée « Critique de la raison théorique ». Cette première critique a pour avantage indiscutable d'avérer le caractère socialement situé de ce sujet connaissant, et elle impose à titre de réquisite méthodologique une sociologie des conditions sociales de connaissance qui permet d'historiciser la constitution et l'application de la règle de neutralité du point de vue. S'éloigner pour regarder à distance et de manière neutre l'objet à connaître suppose la constitution d'un champ, celui de la science sociale, ici en l'espèce, qui par l'autonomisation de ses règles de fonctionnement, par l'indépendance qu'elle confère à ceux qui en sont membres, permet au sujet connaissant de se mettre à distance des urgences du monde quotidien pour faire de la contemplation, c'est-à-dire du regard à distance, un instrument légitime d'observation scientifique. L'exigence de neutralité, donc, loin d'être à comprendre comme seule détermination du sujet, est d'abord et historiquement ce qui est rendu possible par la constitution d'une communauté épistémique, tributaire du champ qui la détermine. Si bien que rendre explicite le rapport aux valeurs, depuis lequel délimiter la forme et les contours du sujet connaissant, revient chez Bourdieu à proposer l'histoire de la constitution d'un sujet collectif, qui est celle de la communauté épistémique. Dans ce cadre, l'on peut comprendre que la dynamique de la double objectivation n'est qu'une autre manière de poser le caractère déterminant de l'exigence de réflexivité. Cette double objectivation est un processus continué, qui opère en s'adossant à la communauté épistémique. Et cet effort de réflexivité doit permettre de dessiner les contours d'un sujet de plus en plus neutre, qui n'est pas un sujet isolé et monadique, mais un sujet dans la communauté, pour ne pas dire un sujet communauté. La critique du principe de neutralité axiologique, qui chez Bourdieu revêt la forme générale de la critique de l'attitude scolastique, devrait permettre deux résultats. D'une part, poser le mouvement qui, comme objectivation de l'objectivation, inscrit dans un processus temporel indéfini la plus juste délimitation des contours du sujet connaissant, tout en satisfaisant à l'exigence de rupture. D'autre part, deuxième résultat, retrouver une forme sans doute un peu inattendue de sujet, qui n'est pas d'abord un sujet isolé, mais un sujet communauté, celui de la communauté épistémique des sociologues, pour ce qui le concerne directement. Il devenait donc possible d'indexer ce sujet à toutes les propriétés sociales de la condition savante, et au sein du champ où elle se définit, des formes de différenciation, d'inégalité, de distribution des capitaux qui situent les points de vue d'observation.
La sociologie des pratiques de connaissance, telle que Pierre Bourdieu l'a concevée, permettait donc d'opérer un type de critique avérant les propriétés sociales des sujets de connaissance, et en même temps de trouver dans le sujet communauté épistémique l'occasion d'une véritable neutralisation sociale de ces déterminations. Cette démarche critique ne remet cependant pas en cause le dogme durkheimien et finalement ce qui fait l'esprit du positivisme dans les sciences sociales, selon lequel il n'y a une objectivité des faits à connaître. La critique sociologique de l'exigence épistémique d'un principe de neutralité ne revient pas sur le fait qu'il soit possible de connaître un monde social objectif comme une chose qui nous est extérieure, pour paraphraser Durkheim, ou comme une nature, dirait Descartes. Le passage du sujet connaissant neutre au sujet communauté de connaissance, dont les pratiques sociales de réflexivité permettraient de neutraliser, en les rendant conscientes, les formes les plus intempestives d'intrusion dans les objets, est sans doute une étape décisive de la démarche critique, mais elle est incomplète, et cela au moins pour deux raisons. D'une part, elle est incomplète sur le plan de l'indétermination radicale du point de vue du genre, de ce que peut être ce sujet communauté épistémique. D'autre part, elle l'est du point de vue du caractère relativement indiscuté de la nature objective de ce qui est connu. On pourrait reprocher dans ces termes, et je m'appuie ici sur Haraway, à Bourdieu d'avoir maintenu le point de vue du truc divin en le remplaçant par celui du sujet communauté épistémique et ce faisant de séparer ce qui d'un côté relève de la connaissance et de l'autre de la responsabilité. En clair, de n'avoir pas discuté le présupposé politique qui engage l'affirmation dogmatique selon laquelle on peut précisément considérer les faits comme des choses. Le grand avantage des mises en crise opérées par les épistémologies féministes, dites du point de vue ou situées, c'est de contraindre à élargir la discussion critique, non pas seulement du côté de l'identification de ce que peut être le sujet connaissant, en tant que sujet communauté connaissant, mais aussi du côté de la remise en cause de ce qui est connu à proprement parler. La question de la réflexivité ne peut donc pas être seulement celle du sujet. Elle doit aussi envelopper un effort de réflexion sur les effets qui concernent cette fois-ci l'objet, quitte à remettre en cause, si nécessaire, le grand partage moderne, sujet-objet. Et c'est précisément ce que fera Donna Haraway lorsqu'elle évoque, entre autres choses, l'activité des objets de connaissance, avec sa critique exemplaire de l'exemple de la connaissance par les sciences dures de la Terre comme ressource. Il s'agit alors, toujours dans ces termes, de proposer les principes de ce qu'elle appelle, avec un côté effectivement très affirmé, une objectivité féministe. J'en viens donc à mon deuxième point, le sujet féminin connaissant pour un matérialisme historique féministe. Avérer la dimension sociale du sujet connaissant, fût-il communautaire, est donc insuffisant, parce que ce qu'il faut mettre au jour est la dimension politique qu'enveloppe toute activité de connaissance. Haraway peut ainsi affirmer, je la cite, « Tout savoir est un nœud compact dans un champ de lutte pour le pouvoir », ou encore « La forme de la science est la rhétorique socialement fabriquée pour façonner le monde en objet tangible, je souligne. » Mais cette question politique doit être posée, au moins pour ce qui nous intéresse plus directement, sur deux plans, que n'interroge pas vraiment Bourdieu dans sa propre démarche. Il est d'une part celui de la relation entre connaissance et responsabilité, puisque nous connaissons toujours depuis quelque part, et non pas depuis nulle part, ce que nous connaissons nous engage, parce que nous sommes situés par des intérêts, des affects, des intentions, etc. C'est donc le lien entre position et intérêt de connaissance qui doit nous engager à prendre conscience de ce que toute connaissance implique une responsabilité. La responsabilité, ici, signifie que nous ne pouvons pas nous exonérer des conséquences que le type de connaissance que nous élaborons occasionne. Être responsable, c'est donc, sur le plan pratique et politique, assumer la singularité du point de vue de connaissance qui est le nôtre, en tant qu'il implique des effets toujours singuliers, qui peuvent nous avantager ou en désavantager bien d'autres. Revendiquer le point de vue de nulle part ou du truc divin, c'est délibérément vouloir se désengager de toute responsabilité. J'indique au passage que cette manière de poser le problème fait exploser le dualisme weberien entre les deux éthiques de la responsabilité et de la conviction.
Le second plan, qui n'est pas véritablement interrogé, d'autre part, est celui des rapports de genre au sein de la communauté épistémique. Non pas d'abord pour dénoncer l'inégale condition faite aux hommes et aux femmes, savantes et savants, mais parce que cette question des rapports n'est pas indépendante de la nature du savoir produit sur le monde que nous habitons. Ce qui revient à dire que le genre fait bien plus et autre chose sur le plan social qu'une simple et inégale distribution des positions de sujets connaissants, ce qui n'est pas surprenant au demeurant, puisque c'est la nature même du partage sujet-objet qui se trouve ici remise en cause. Donc en radicalisant ainsi le domaine légitime de la critique, la question de la neutralité n'est pas simplement celle du sujet, mais elle enveloppe des effets sur la nature de l'objet. Ces épistémologies situées prennent le risque d'un certain relativisme, ce qui n'a pas manqué de leur être reproché, créant ainsi un type de contre-argument disqualifiant dont il fallait pouvoir se démarquer. Dans un volume collectif au titre évocateur coédité par Sandra Harding et Meryl Intica, Discovering Reality, Nancy Herzog revient sur la genèse du Feminist Standpoint pour tenter de rendre compte de ce qu'elle désigne alors par un matérialisme historique féministe. Je ne développerai pas ici tout le contenu de cette position. Ce qui m'intéresse et que je retiendrai porte sur la manière dont la revendication d'un matérialisme historique et féministe traduit les contours d'un nouveau sujet féministe de connaissance. La position du problème diffère largement de celle que retenait Bourdieu et s'ancre plutôt dans une certaine relecture de Marx, celui par exemple de la contribution à une critique de l'économie politique. Chez ce dernier, la position dominante de la classe possédante enveloppe la constitution d'un point de vue de connaissance qui est aussi dominant, et dont la singularité se trouve notamment masquée par la rhétorique de la naturalisation et de l'universalisation. Ainsi, penser les catégories de l'économie politique bourgeoise dans les termes d'un certain naturalisme, c'est donner à ce qui n'est que le produit d'une histoire la caractéristique d'un universel objectif qui s'impose et qui, en raison du caractère performatif des énoncés de connaissance, performativité d'autant plus grande que l'on occupe des positions de domination, sont des énoncés qui vont s'imposer aussi à celles et ceux qui sont assujettis. La revendication d'un point de vue opposé, celui des dominés ou des femmes, doit alors se fonder sur une double tâche pour devenir seulement audible ou crédible. D'une part, avérer le caractère relatif du point de vue dominant masculin, en déconstruisant ce qui est posé comme naturel et universel. D'autre part, légitimer le point de vue d'une connaissance autre, qui ne peut se présenter que comme un point de vue délimité, celui des dominés et ou des femmes. Si donc l'épistémologie du point de vue peut, en un certain sens, prétendre à un certain réalisme, c'est dans ceci qu'il met sous le regard, par des déplacements de position d'observation, des aspects du réel ou des expériences jusque-là ignorées. La question de la connaissance est donc ici reformulée à partir d'une prétention, qui est d'abord celle d'une connaissance élargie de la réalité. L'exigence d'un certain réalisme contraint à faire apparaître pour relatif et exclusif ce qui était posé comme objectif et universel, au motif que ce qui est à connaître est plus large et ne relève pas du seul point de vue neutre et masculin. En un certain sens, à la relativité du point de vue d'observation du sujet correspond une extension de l'objet à connaître. C'est d'ailleurs au nom de cette exigence d'un certain réalisme que Sandra Harding pouvait appeler de ses voeux la constitution de ce qu'elle désignait comme une science de la relève, et que Donna Haraway présente en ces termes une science qui donne une traduction plus juste, plus acceptable, plus riche du monde, pour y vivre correctement et dans une relation critique et réflexive à nos propres pratiques de domination. La relativisation du critère d'objectivité de la connaissance dominante et masculine passe alors par la confrontation de points de vue opposés qui permettent de manifester que ce qui était posé sous les auspices de la nature, par exemple, n'est qu'une partie de la réalité, ou, ce qui revient au même, que la revendication d'universalité et d'objectivité n'est aucunement synonyme de réalisme. D'une certaine manière, et c'est là un des intérêts de la démarche de Herzog, si le caractère situé de l'épistémologie féministe contient le risque d'un certain relativisme, celui-ci accompagne cependant le fait qu'il permet d'accéder à une réalité élargie, ce que Herzog désigne précisément par le terme de matérialisme.
l'épistémologie du point de vue permettrait de faire jour à des aspects de cette réalité, à des dimensions de la pratique et des expériences, jusque-là ignorées et rendues invisibles par le point de vue neutre et masculin. Jusqu'ici, nous pouvons dire que l'analogie entre histoire des luttes de classe et histoire des luttes épistémiques pour la connaissance, ou la reconnaissance de points de vue de connaissance critiques et féministes, est pertinente et féconde. Le point de départ marxien de Hartog permet de comprendre que ce n'est pas un sujet femme individuel et isolé qui devient porteur d'un tel point de vue, ce ne peut être qu'un sujet collectif porté par des intérêts communs. Reste alors l'épineuse question de l'identification de ce qui peut faire unité de toutes celles qui sont susceptibles de revendiquer, dans le champ épistémique, un tel point de vue de connaissance. Dans l'approche de Pierre Bourdieu, cette unité de l'intérêt était reconstruite à partir de la reconstitution historique du champ correspondant, lequel se caractérise notamment par des règles d'accès, de légitimité de production de la connaissance, qui lui sont propres. Il s'agit bien d'une construction, et cette dernière est d'emblée sociale, c'est-à-dire qu'elle se pose sur la base de règles communes, dans un certain type de jeu. Et sur ce plan, l'unité du sujet-communauté évite clairement le biais naturaliste ou ontologique. Il n'y a pas d'essence, il y a simplement une forme et une constitution. Dans l'approche marxiste, la détermination du point de vue dominant, fondée sur le plan des rapports sociaux de production, par le fait de la propriété des moyens de production, etc., et le point de vue dominé et assujetti sont elles aussi, ces points de vue sont eux aussi, fondés sur une réalité et historiquement constituée. Ce qui fait l'unité du point de vue, qu'il soit dominant ou dominé, est, pour ainsi dire, le fait d'une histoire, d'une construction, ce qui en pose ipso facto le caractère relatif. Le problème est bien plus complexe pour ce qui est du point de vue d'observation de ce que serait un sujet féminin communauté de connaissance. Car à la question de la position construite, comme un point de vue de connaissance assujetti, celle d'une fraction des classes dominées, s'y ajoute la prise en compte de ce qui fait la spécificité d'expérience qui nous renvoie à la manière de comprendre la distinction masculin-féminin, et plus précisément chez Hartog, à revenir du genre au sexe. Si du côté des hommes, la revendication d'universalisme, d'objectivisme peut permettre, au moins symboliquement, de masquer le particularisme d'un point de vue, le genre et le sexe étant subsumés ensemble sous la catégorie du neutre ou de la neutralité, comment tout à la fois revendiquer, dans un tel rapport de force, un point de vue féministe de connaissance, qui ne soit pas ipso facto rabattu du côté d'un particularisme, faisant peser le soupçon d'un biais anthropologique sur les connaissances ainsi produites. Tout comme on a pu dire à propos de l'éthique particulariste de Gilligan, qu'elle était une morale féministe et particulariste, c'est là, me semble-t-il, un type d'argument dont on peut évidemment comprendre que dans un rapport de force et de pouvoir, il soit utilisé comme une arme de disqualification, mais qu'il faut essayer de dépasser. Hartog suggère que pour suggérer un tel passage, c'est-à-dire du point de vue de la classe prolétaire au point de vue critique des femmes, il faut procéder à un premier élargissement anthropologique essentiel de la notion de travail. Il importe de revisiter l'anthropologie marxiste du travail pour l'élargir aux activités humaines qui intègrent celles des femmes qui ne sont pas nécessairement des actives insérées dans l'organisation socio-professionnelle du travail, dans l'espace public des échanges marchands. Ce qui implique, cette fois-ci contre l'analyse de Marx, que l'on prenne pour déterminant et non pas pour secondaire le fait que l'une des caractéristiques du travail des femmes est précisément qu'il est rendu invisible et socialement inexistant par les découpages imposés de public, privé, d'espace marchand, non marchand, de valeurs d'usage, d'échange, etc. Telle est la première extension requise qui modifie le concept marxien de travail, tout en admettant, comme elle le montre de manière assez convaincante d'ailleurs, que pour l'activité comme pour le travail, ce sont là des catégories qui opèrent des changements sur le monde et sur la nature de celles et ceux qui sont sujets de ces activités. Mais si cette première extension est en gros redevable de la prise en compte de ce qui pourrait passer pour une discrimination dans la répartition des activités en raison du genre, cette extension, dit-elle, n'est pas suffisante. Elle revendique la nécessité d'un second élargissement qui, lui, renvoie plus explicitement à la différence des sexes et qui, de manière judicieuse, relie le social à la nature ou à une certaine qualification de la nature.
Mais cette relation est posée sur un tout autre mode que celui décrit par Marx dans les manuscrits de 1944 à propos de la dialectique travail-nature. Je la cite. « L'expérience féminine de la reproduction implique une unité avec la nature qui va bien au-delà de l'expérience prolétaire de l'échange avec la nature. S'il faut donc partir aussi de la division sexuelle des activités, c'est parce qu'un certain type d'expérience n'est pas transposable, et si elle reçoit des traductions sociales différenciées, elle n'en est pas moins le propre des femmes. Et c'est précisément cette expérience de la reproduction et de la mise au monde qui est susceptible, pour Hartsock, de différencier le rapport qu'hommes et femmes construisent à la nature. Il n'est pas plus seulement celui de l'interaction, sous la forme d'un rapport de transformation réciproque, pour reprendre le terme de Hartsock, il n'est plus celui d'une, je cite Haraway, ontologie constituante pour laquelle l'homme masculin se construit lui-même en dominant la nature. Il est bien au contraire, c'est moi qui parle, celui d'une inclusion où le fait d'infanter, de mettre au monde, modifie le rapport du moi à l'autre et à la nature. Je cite encore Hartsock. L'excursion dans la théorie psychanalytique, c'est un pan de sa réflexion que je laisse de côté, nous a permis cependant de mettre en avant des différences entre l'expérience du moi chez les hommes et les femmes, différences dues à la division sexuelle du travail dans l'élevage des enfants. De telles différences étant bien sûr socialement consolidées et différenciées selon la classe, la race. Que retirer de l'ensemble de ces considérations pour la délimitation d'un sujet communauté féminin de connaissance, et plus largement pour ce qui est du caractère situé d'un point de vue de connaissance. Sur le principe, il semble qu'une telle unification par un type d'expérience, si elle ne résout pas la question du relativisme du point de vue de connaissance, n'en a pas moins le mérite de conjuguer de manière assez inventive le rapport entre constructivisme et naturalisme de la catégorie de sujet, et donc de mettre au cœur du projet épistémique de la constitution d'un point de vue situé la question souvent implicite du rapport entre genre et sexe, ou, pour le dire en d'autres termes, du rapport entre constructivisme social et naturalisme, ou, plus classiquement, du rapport entre nature et histoire. La nature n'est alors peut-être plus ce résidu ontologique contre quoi l'on se constitue ou se construit, comme maître et possesseur, dirait Descartes. Elle devient partie prenante d'un autre type d'expérience qui l'inclut et tout en même temps permet la convergence d'un autre point de vue sur les objets qui la constituent. Pour revenir à Hartsock, en revendiquant la double extension de l'anthropologie masculiniste du travail, elle ouvre peut-être la voie vers une élaboration plus rigoureuse de ce que pourrait être comme un sujet féminin connaissant. Tout simplement parce que par-delà les formes différenciées socialement de ce type propre d'expérience, réside là quelque chose comme une position et un intérêt commun qui pourrait donner prise et force à un point de vue situé et assujetti. Le relativisme du point de vue se trouverait ainsi et aussi compensé par le fait qu'il est également celui d'une certaine communauté qui se rend visible en imposant d'élargir ce qui, dans le monde réel, constitue un type d'expérience qui résiste à l'isolement subjectif. Mais plus encore, qui est susceptible de modifier considérablement la manière de poser le regard sur le monde. Nous retrouvons ainsi ce que j'indiquais tout à l'heure du rapport entre relativisme et réalisme. J'en viens rapidement à quelques remarques de conclusion pour finir cette présentation. Même si la démarche de Donna Haraway n'est pas toujours simple à identifier, il me semble que le point de vue qu'elle défend, notamment celui qu'elle présente dans un article déjà assez ancien, qui a pour titre en français « Savoir situer », est un texte qui demeure, à mes yeux, comme un texte de synthèse à méditer sur ces épistémologies. Ce point de vue, donc, part de la dimension relativiste de ces épistémologies pour la transformer et poser les principes pratiques et éthiques de son dépassement ou de sa relativisation. Relativisation du point de vue relativiste. Je ne suis pas en train de dire qu'elle résout le problème du risque relativiste. Je dis simplement qu'elle part de ce risque pour tenter d'en faire quelque chose. C'est encore en ces termes qu'elle pose le problème, je la cite. Notre problème est d'avoir en même temps
une prise en compte de la contingence historique radicale de toutes les prétentions au savoir et de tous les sujets connaissants, une pratique critique qui permette de reconnaître nos propres technologies sémiotiques de fabrication des significations, et aussi un engagement sans artifice pour des récits fidèles d'un monde réel qui puisse être partiellement partagé et accueillant envers les projets planétaires de liberté. Le mouvement critique que je crois pouvoir déceler y est alors celui d'un certain passage qui va d'un sujet connaissant socialement déterminé, celui de la communauté épistémique des hommes pratiquant des sciences véritables, dont les propriétés sociales ne remettent pas fondamentalement en cause l'idée qu'il existe un monde objectif, et une connaissance scientifiquement objective et exclusive, passage vers des sujets connaissants situés, celui d'hommes, de femmes, d'animaux, de cyborgs, des sujets qui, connectés, parviendraient à réaliser un certain pluralisme épistémique, au sein duquel la conversation tiendrait lieu de connexion et permettrait de faire valoir positivement le caractère relatif de toute connaissance située. Mais, et c'est sans doute là l'intérêt de la position du problème qu'elle défend, et qui demande à être explorée de manière beaucoup plus approfondie que je ne le fais ici, cette relativité n'est pas simplement relativisée par l'effort de mise en relation, elle trouve précisément dans ces relations un moyen de donner prise à la responsabilité qu'engage toute connaissance. Au fond, le pluralisme épistémologique, ce n'est pas son terme, c'est le mien, est ici aussi, et peut-être avant tout, un pluralisme dont l'effectivité permet de rendre explicite l'articulation entre connaissance et responsabilité. C'est sans doute à cette ou ces conditions qu'il sera possible de remettre ces connaissances au service d'une amélioration de nos vies sur la terre que nous habitons. Le mouvement que j'ai voulu esquisser, sans doute de manière trop allusive, me permet de dire que partant du monopole masculin de la position épistémiquement neutre du sujet connaissant, nous pourrions, via les effets critiques de ces épistémologies féministes du point de vue, accéder à un pluralisme dialogique des sujets féminins masculins, assumant un certain régionalisme des points de vue, ce dernier étant l'une des voies d'explicitation de notre responsabilité politique et éthique de sujets connaissants, celle qu'implique nécessairement toute production de savoir. Je vous remercie. Merci Claude pour cette présentation qui est riche et je pourrais dire non consensuelle sur un certain passage. Je pense qu'il y aura de quoi discuter. Donc je laisse la parole à la salle pour des questions. Est-ce que je me lance pour décoincer le débat Moi, j'aurais voulu revenir sur cette question des expériences qui viennent compléter finalement une réalité et donner une réalité plus riche, parce que c'est séduisant et en même temps ça ne va pas s'imposer un certain nombre de problèmes, et je pense notamment à ce que dit Joanne Scott, qui dit oui, méfions-nous de ce geste féministe qui viendrait dire voilà, il faut compléter l'histoire à partir d'expériences de minorités qui ont été invisibilisées, parce qu'en faisant ça, on risque de solidifier ces expériences et d'oublier qu'elles sont elles-mêmes construites, que les sujets qui portent ces expériences sont eux-mêmes construits, et qu'il s'agirait de se dire, par exemple, plutôt que de dire voilà, on va faire une histoire plus complète en intégrant les expériences des homosexuels, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que ça veut dire de parler d'homosexuels, pourquoi est-ce que cette catégorie advient, etc. Donc ce risque de solidification, de réification, j'aurais voulu savoir ce que tu en pensais. Et ça rejoint un peu un autre problème qui est, c'est toujours le problème d'un essentialisme aussi, qui est que quand Hartsock parle de la reproduction ou du fait d'enfanter comme pouvant être le lieu d'un rapport spécifique avec la nature, cette nature c'est quoi exactement ? Est-ce qu'il y a un noyau de la reproduction ou de l'enfanter qui serait vraiment valable pour les femmes? En plus, ça ne concerne que certaines femmes, de fait, dans le fait d'enfanter.
Donc qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, est-ce que vraiment on peut le mobiliser aussi facilement? Voilà. Bon, je ne vais pas répondre à toutes ces questions parce que je ne suis pas sûr d'avoir les moyens de répondre. Je voudrais juste apporter quelques précisions supplémentaires que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de donner dans mon exposé. Ce qui me semble intéressant dans la démarche d'Hartsox, évidemment, je ne suis pas en train de défendre la position de Hartsox, je la considère comme étant une démarche assez paradigmatique qui a le mérite de poser un certain nombre de problèmes extrêmement importants. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, c'est de faire face à une difficulté qui est le plus souvent mise de côté ou qui, dans des logiques hyper déconstructionnistes, se trouve finalement évacuée, qui est la question du rapport à la nature. Cette question, me semble-t-il, n'est pas une question que l'on peut aussi facilement mettre de côté à partir d'un réquisite qui serait le tout constructiviste. Donc il me semble que de ce point de vue-là, la démarche de Hartsock a au moins le mérite, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que dans la manière que Donna Haraway a de restituer ce qu'elle comprend de cette démarche, c'est ce point qu'elle indique, ce point de cette question du rapport à la nature. Donc il me semble que ça c'est un premier point, je dirais c'est un point négatif peut-être, mais c'est un point important, c'est-à-dire que même si la proposition qui est la sienne est discutable, et je suis parfaitement conscient qu'elle est discutable, elle a le mérite de soulever cette question. Et je ne crois pas que l'attitude résolument constructiviste réglera cette question. Alors après, dire que prendre ce problème par le côté d'une expérience spécifique qui est celle de la reproduction permettent de régler tous les problèmes. Sur ce plan, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Maintenant, si on lit un peu attentivement les textes qu'elle a consacrés à cette question, on se rend compte qu'elle fait un usage tout à fait intéressant, mais qui est assez caractéristique de toutes ces épistémologies qui posent le problème de cette manière. Elle mobilise beaucoup d'outils de la psychanalyse pour essayer de reconstruire un type de relation qui n'est pas simplement celui de l'enfantement, mais celui de la relation sujet-objet. Bon. On voit bien que sa question, c'est la question de la délimitation du contour de la figure du sujet, mais pas simplement pour identifier le sujet, mais en tant qu'il est possiblement susceptible de s'intégrer dans une communauté, dans un collectif. Donc, je dirais, voilà, ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est ça. Donc, évidemment, je ne suis pas non plus en train, parce que je ne suis quand même pas tout à fait naïf, de sombrer dans un naturalisme réducteur. Je dis simplement que le problème doit être posé de savoir de quelle façon on construit cette articulation entre ces deux éléments. Donc ça me semble important, et il apparaît que ces épistémologies eh bien, permettent en tout cas de reformuler cette question de façon intéressante, et c'est la raison pour laquelle je l'ai retenue. Alors après, sur la question des déficiences du sujet, du caractère figé ou du caractère... ta première question, elle portait sur... C'est pour surparler des expériences, comme en disant, voilà, il faut prendre de nouvelles expériences pour compléter notre réalité. Oui. Mais sauf que ces expériences, elles sont construites, elles ne sont pas là, on ne les trouve pas comme on trouve un œuf de Pâques quand on fait la chasse aux œufs. Enfin, voilà. Évidemment. Donc là, effectivement, je peux répondre aussi à cette question. Je crois que le point de vue est un peu différent, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire valoir, et je ne suis pas le seul, hein, c'est la lecture de ces épistémologies qui me conduisent là-dessus, c'est que, au fond, on a une tension qui est plus simplement entre l'exigence de réflexivité d'un côté et l'exigence de rupture, mais sur le fait que la relativité du point de vue permet aussi d'élargir le réel dont il faut rendre compte. Alors, je ne me prononce pas ici sur le fait de savoir si c'est de nouvelles expériences qu'on va ajouter dans une sorte de cartographie ou de mappement des expériences humaines. Ce qui m'intéresse ici, c'est précisément l'extension corrélative à la relativité du point de vue. Donc, on a nécessairement, pour cette raison, me semble-t-il, un point de vue plus riche. Alors après, que fait-on de l'expérience? Je pense que ça, c'est une autre question. Ce n'est pas la question de Hartsock, c'est la question de John Scott. Et on peut en discuter, effectivement. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que le fait de reconnaître que nous avons la possibilité d'aborder une réalité plus large implique, ipso facto, que nous ne posions que la question de la description de ces expériences. On peut tout à fait
rendre compatible ce point de vue relatif et élargi avec un parti pris généalogique ou historique sur ces expériences. Ce qui m'intéressait ici dans le point de vue que j'ai défendu, c'était précisément qu'il s'agissait de mettre ensemble un gain avec une perte relative. Et ce gain, c'est ce que j'appelle une sorte de réalisme élargi, qui est précisément que le regard porté sur le monde s'en trouve enrichi. Voilà. Ah, il y a une question là-bas. Un tout petit peu plus fort parce que... Alors, effectivement, il y a un article d'elle dans le recueil dont je parlais. Alors, effectivement, il y a une décision théorique hein, qui travaille, à mon avis, les usages des catégories et qu'on a déjà fait apparaître, me semble-t-il, dès l'exposé de Michel ce matin. C'est que, et là, c'est pas qu'une question de prendre position pour ou contre, c'est évidemment de savoir si la sociologie a vocation à proposer des descriptions d'expérience ou si elle a aussi une prétention à l'explication. Et de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il y a deux paradigmes hein, qui se démarquent très très nettement, et c'est pour ça que j'ai parlé de la sociologie positiviste, si on veut bien, qui est qu'effectivement la position de connaissance, elle est tributaire de cette tension entre la réflexivité et la rupture. Donc, c'est vrai que moi je ne me reconnais pas en tant que lecteur des sciences sociales, je ne suis pas sociologue, dans ce développement extrêmement important qui vient en partie des États-Unis et qui donne aussi lieu parfois à des excès, hein, je pense notamment, enfin bon, bref. Donc du coup, il me semble que la question de la position de connaissance est une question qui est extrêmement travaillée par cette tension paradigmatique. Et c'est clair que pour ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à dire que j'aurais plutôt envie de poser la question du sujet féminin collectif depuis ce paradigme. Voilà. Oui, oui, bien sûr. L'ethno? Oh non, pas mal. En France, il y a pas mal de choses maintenant. Ouais. Ouais.
J'imagine, oui. Il n'y a pas de renoncement à produire un savoir scientifique. Au contraire, on pourrait qualifier aussi ces sociologies de sociologie profondément réaliste. Pas forcément positive, mais en tout cas réaliste. Merci pour ces précisions. C'est la sieste. Plus fort, Delphine. Vous mettiez en avant l'idée de la production d'un sujet collectif et du coup beaucoup à partir de Hartsock. Et je me demandais si c'était possible parce que du coup après vous passiez à Haraway en disant plus que justement ça posait quand même des problèmes chez Hartsock, notamment dans ce rapport, l'idée d'un rapport à la nature à travers la reproduction. Et du coup je me demandais si chez Haraway on pouvait encore parler d'un sujet collectif, par exemple. Puisqu'il y a vraiment quand même un éclatement, on a l'impression de l'expérience. Alors je pense que effectivement, je crois qu'on peut continuer à parler de sujet collectif, mais c'est vrai que c'est plus les grandes entités ou les grandes hypostases qui consistent à opposer les grandes classes. Donc ça c'est un point que j'ai pas développé, mais il me semble qu'elle conserve cette idée malgré tout que la capacité à se faire entendre est tributaire, même dans les connaissances hétérodoxes ou dans les connaissances assujetties, de cette dimension du collectif. Alors évidemment, ce collectif, il n'est pas de même nature, puisqu'elle va le chercher du côté des animaux, elle va le chercher du côté des cyborgs, elle va le chercher du côté des femmes, mais aussi de certaines conditions de femmes. Donc je pense que dans cette généalogie du sujet féminin de connaissance, les dimensions communautaires, et pas du tout au sens communautariste, elle est toujours prégnante. Alors, elle est variable dans ses dimensions, et c'est précisément cet éclatement, pour reprendre votre terme, qui lui permet de poser l'idée qu'il y a des relations possibles entre ces savoirs régionalisés. Voilà. Donc, moi, je pense que le modèle de Hartsock, il est encore très très proche d'une lecture de Marx et d'une réappropriation d'un certain Marx, là où Haraway, elle va beaucoup plus loin dans la logique de ce système et elle fait exploser les catégories. Mais il me semble qu'elle reste malgré tout dans cette idée que ce qui dialogue, ce qui rentre dans le dialogue, c'est des formes de sujets collectifs. Pour autant que je comprenne ce que dit Donna Haraway. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier Claude à 2 titres. D'abord pour ce beau travail et aussi pour le soutien qu'il nous a apporté en tant que laboratoire junior depuis le début. Donc merci Claude. Il y a du café dans la salle. Au café. T'es plongé dans un livre. Finalement, j'ai pas allé à l'atelier éducation. J'ai été. Comme ça, on pourra croiser.